Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter l'émission numéro 65 de Entre nous soit dit, qui, effectivement, entre nous soit dit, va se dérouler entre un invité et moi-même et tous ceux qui nous font l'amitié et le plaisir de nous écouter et de nous regarder car nous sommes sur la télévision. Aujourd'hui, nous allons évoquer évidemment l'ensemble des sujets internationaux et nationaux d'ailleurs, car tout est lié maintenant, qu'il s'agisse de la politique qui va être menée par le nouveau président des États-Unis, qu'il s'agisse bien sûr de la crise mondiale en termes financiers, en termes économiques et sociaux, et évidemment des mesures qui sont prises en France, qui ont été annoncées hier par le Premier ministre et qui seront commentées, peut-être même infirmées, on ne le sait pas encore, jeudi par le président de la République. Pour parler de tous ces sujets, j'ai invité mon excellent ami, si je puis me permettre, Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Bonjour Laurent. Laurent Arthur Duplessis, outre le fait d'être un ami et surtout un éminent géopolitologue, un économiste aussi distingué que peuvent l'être les économistes, et un écrivain de très grand talent qui a publié notamment, je ne vous cite qu'un de ses ouvrages, un des tout derniers, La Troisième Guerre mondiale a commencé aux éditions excusez-moi, Jean-Cyril Godefroy, j'ai eu un trou. Donc la Troisième Guerre mondiale a commencé, et bien entendu, vous pourrez vous reporter sur le site de notre émission aux précédents ouvrages de Laurent Arthur Duplessis qui vous enrichiront très certainement dans l'analyse que vous faites, évidemment, comme tout le monde, des grands problèmes mondiaux. Donc, mon cher Laurent, nous sommes face à une situation qui est évidemment très nouvelle, puisque la dernière fois que nous nous sommes vus, il n'y avait pas encore, si je me souviens bien, de nouveau président des États-Unis. On ne savait pas qui serait élu, on le sait maintenant. Deuxièmement, une crise financière d'une extrême gravité s'est déclenchée à partir du 15 septembre 2008 avec la chute de la banque Lehman Brothers, crise qui avait déjà commencé plus d'un an auparavant avec la fameuse affaire des subprimes. Et puis maintenant, cette crise qui est mondiale s'étend partout, s'étend naturellement en France et en Europe, et de grandes inquiétudes se font jour en ce qui concerne la solvabilité, non plus seulement des banques, mais des États. Voilà à peu près tracé le cadre que nous allons essayer de remplir de vos propos, plus que des miens d'ailleurs. Et première interrogation, M. Obama a été élu, c'est une élection qui a été à la fois un peu surprenante et un peu attendue. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que sans la crise économique, Obama n'aurait pas été élu? Je le pense tout à fait. Je pense que l'épisode de septembre-octobre où la crise a pris une phase aiguë lui a permis de distancer son rival McCain. Oui. Si les élections présidentielles américaines avaient eu lieu au printemps, je pense que McCain l'aurait emporté même d'une courte distance. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, et ce qui pourrait peut-être alimenter la réflexion à ce sujet, c'est que les médias nous ont donné l'impression d'un raz-de-marée absolument extraordinaire en faveur d'Obama. Ça n'a pas été le cas. Obama a effectivement remporté les États qui se trouvent pratiquement sur les franges des États-Unis, sur les zones les plus ouvertes et où la population a le plus évolué. Et en revanche, le cœur profond de l'Amérique n'a pas voté pour lui. Deuxième point, on nous a dit cette cérémonie d'investiture était absolument extraordinaire. Il y a eu une foule immense sur le Mall, c'est d'ailleurs cette immense avenue qui va pratiquement d'un bout à l'autre du cœur de Washington. Or, les chiffres indiquent qu'il y avait même plus de monde quand Reagan a été intronisé. Alors je ne dis pas que Reagan avait de meilleures idées qu'Obama, parce que c'est un autre sujet. Personnellement, je le pense, mais je le pense d'autant plus que je ne connais pas vraiment les idées d'Obama. Enfin, vous allez nous aider. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une mousse médiatique extraordinaire qui est assez facilement ramenée à sa substance profonde. Obama, ça n'est pas un raz-de-marée. Et le terme mousse médiatique que vous employez est tout à fait adapté. Parce qu'effectivement, les médias du monde entier ont tellement voulu croire dans les pouvoirs magiques d'Obama, transformant en demi-dieu, qu'on a magnifié tout ce qui l'entoure. Et je crois que lui-même, Obama, est assez conscient, parce qu'il n'est pas sourd, loin de là, assez conscient de la menace de retour de bâton que cela implique pour lui. Parce que il lance un plan de 850 millions de dollars qui vient s'ajouter en fait au plan Paulson, qui était déjà de 750 milliards, milliards, qui vient ça fait au total 1500 milliards. Voilà.
Et il est probable qu'il en faudra d'autres. C'est-à-dire que c'est le début d'une course à l'investissement de l'État fédéral américain pour renflouer alors les banques et puis tout ce qui demandera à la lettre, l'industrie automobile et puis d'autres industries, etc. Le résultat, c'est que après la période de déflation que nous connaissons actuellement, nous risquons d'avoir une période d'hyperinflation. Ces quantités énormes d'argent injectées dans les circuits, et pas seulement par les États-Unis, puisque l'Europe fait de même, l'Allemagne, l'Angleterre, dans une moindre mesure la France, etc. Ces énormes quantités d'argent injectées dans les circuits vont gonfler la masse monétaire et, à un moment donné, pourraient provoquer donc une hyperinflation par création monétaire. Ce serait... alors, Keynes disait les crises sont l'euthanasie des rentiers, c'est-à-dire des créanciers. Et effectivement, les crises mènent à un moment donné à une hyperinflation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une façon d'effacer les dettes, en fait. Seulement, évidemment, effacer les dettes, ça implique des bouleversements considérables. Les grands créanciers de l'Amérique, la Chine, les pétromonarchies, le Japon, la Russie, et dans une moindre mesure la Russie, l'Europe, seront évidemment bousculés par l'éventuel crash du dollar qui pourrait résulter à un moment donné des injections massives de monnaie dans les circuits. Un crash du dollar qui entraînerait de toute façon par ricochet à un moment ou à un autre un crash des autres monnaies, c'est-à-dire un crack monétaire généralisé. C'est donc une fuite en avant que cette politique de subvention de création monétaire par les États, une fuite en avant qui peut déboucher sur une catastrophe pire encore que celle que l'on veut éviter maintenant. Alors, nous reviendrons bien sûr sur les aspects économiques et financiers de cette affaire, et sociaux, et même politiques maintenant, car on ne peut pas nier que la crise est en train de devenir politique un peu partout. Mais commençons quand même par les grandes tendances de politique internationale qui vont, ou qui ne vont pas, on verra bien, se développer sous la présidence d'Obama. La vague de véritables croyances miraculeuses qui a entouré l'arrivée d'Obama a obscurci les esprits. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'Obama s'inscrit tout simplement dans un classicisme américain qui même prend des allures un peu bellicistes. On a le sentiment qu'il consulte beaucoup les généraux, il s'entoure, il n'a pas changé le secrétaire à la Défense, M. Gates, il n'a pas non plus changé le général Petraeus, qui était quand même le stratège de Bush, dans la deuxième phase de sa présidence. Bref, où va Obama, d'après vous ? Eh bien, comme vous le dites très très bien, Obama s'oriente plutôt vers un renforcement de la militarisation des organes exécutifs américains. Il est très très proche du Pentagone, il joue à fond la carte des nominations de militaires à toutes sortes de postes de responsabilité, à tel point que ça fait hurler les éléments pacifistes qui l'ont soutenu dans sa campagne électorale et qui sont complètement déroutés là. Obama cultive actuellement une grande proximité avec l'armée et va tout à fait dans le sens de ce que souhaite l'armée, puisque par exemple il annonce qu'il faudra recruter 100 000 soldats de plus pour l'armée américaine. Pour l'essentiel, pour l'Afghanistan, sans doute. Alors, notablement pour l'Afghanistan. Et Obama veut renforcer donc le dispositif militaire américain en Afghanistan et est déterminé à poursuivre, voire à étendre, les attaques en territoire pakistanais par les drones, l'aviation et éventuellement les commandos aussi. Ce qui est très logique du point de vue militaire, puisque les provinces de l'Ouest pakistanais servent de base aux talibans, mais ce qui évidemment retentira encore plus sur la politique intérieure pakistanaise, puisque l'actuel président pakistanais ne contrôle quasiment plus rien au Pakistan. Son prédécesseur Musharraf avait quand même une poigne de fer et arrivait tout de même à contenir certaines forces que l'on ne peut plus contenir actuellement.
l'ISI, le service de renseignement pakistanais, est en train de reprendre le dessus sur le pouvoir politique. Et le président Sharif n'arrive absolument pas à contrôler les islamistes pakistanais qui sont nombreux dans les médias, dans les institutions pakistanaises. Donc, on va vers une montée des tensions dans le subcontinent indien, puisque par ailleurs les attentats de Bombay ont ulcéré à juste titre New Delhi, et que les tensions montent entre New Delhi et Islamabad. Washington essaye absolument de calmer le jeu, mais c'est très difficile, puisque les enquêtes menées notamment par les Indiens et aussi par les Américains ont bien montré que les assaillants de Bombay avaient été instruits notamment par des anciens officiers de l'ISI, et que c'est toute la structure pakistanaise qui est en cause, c'est-à-dire le fait que l'ISI est un État dans l'État, qu'il est profondément islamiste et qu'il n'en fait qu'à sa tête. Alors, les rapports indo-pakistanais vont plutôt vers une dégradation. Obama veut absolument donner un grand coup de marteau sur les talibans en Afghanistan et on ne peut pas lui en faire grief. Mais tout cela montre en tout cas une chose, c'est que la politique étrangère américaine s'inscrira dans une continuité par rapport à celle de Bush, et je dirais même de Clinton, puisque on a oublié que Clinton avait été un président extrêmement interventionniste sur le plan militaire. Il avait conduit cette malheureuse guerre des Balkans qui, me semble-t-il, a été une catastrophe, étant donné qu'elle a joué un rôle décisif pour pousser le monde slave, la Russie, et donc sa petite cousine, la Serbie, pousser le monde slave dans le camp d'en face, enfin en tout cas pour ce qui est de la Russie, dans le camp d'en face, c'est-à-dire un axe Chine-Islam qui est en train de s'esquisser. Alors évidemment, cette politique de Clinton, mais, je revenais à Clinton, mais justement, et pas par hasard, mais oui. d'Obama désarçonne évidemment un certain nombre de ses partisans, enfin de ceux qui l'avaient soutenu. Et d'autre part, on est surpris de leur surprise. Tout l'indiquait. Il suffisait de regarder ce qu'il faisait, de lire entre les lignes, on voyait bien ce qu'il allait faire. Et puis, il y a ce problème du Proche-Orient. Alors, on lui a beaucoup reproché de n'être pas intervenu pendant le très long interrègne, plusieurs semaines, 2 mois, entre le moment où il a été élu et le moment où il a pris ses fonctions. On lui a reproché de ne pas s'être intéressé à l'affaire israélo-palestinienne, dont on a connu évidemment les déroulements à Gaza. Alors il a réagi mollement d'ailleurs, il a exprimé sa préoccupation dans les chancelleries, ça veut dire pas grand-chose. Et puis il vient d'envoyer un envoyé spécial, M. Mitchell, qui a fait escale à Paris et qui est en train d'essayer de voir sur le terrain ce qu'on peut faire, à mon avis pas grand-chose. Et donc mon sentiment, mais c'est vous qui allez nous éclairer, c'est que cette affaire israélo-palestinienne ne passionne pas beaucoup M. Obama. Voilà. Je crois que, et je suis tout à fait de votre avis, je crois que Obama, son combat fondamental en politique étrangère, c'est la lutte contre l'intégrisme islamiste. Et alors ça, c'est une excellente chose. Et je dirais que, effectivement, s'il se confirme qu'il a cette vision de la politique étrangère américaine, ça sera bénéfique au plus haut point, je dirais, pour l'Occident. Parce que là, il comprendra, et peut-être l'a-t-il compris déjà, que le conflit israélo-palestinien s'inscrit plus généralement dans un choc islam-occident. Et que de toute façon, jamais les Palestiniens n'accepteront un État israélien, c'est-à-dire un État juif souverain en terre d'islam. Et que et donc je pense que effectivement Mitchell fera son possible, il y aura des gesticulations, des déclarations médiatiques, etc. Mais je pense tout à fait comme vous que ça ne mènera jamais à rien, et que de toute façon Obama ne se fait pas trop d'illusions là-dessus. En l'occurrence, il a nommé au poste de secrétaire général de la Maison-Blanche Rahm Emanuel, qui est un fervent partisan d'Israël, un fervent sioniste. Ancien militaire d'ailleurs israélien, il a été dans l'armée israélienne. Pendant la guerre du Golfe, 91. Pendant la guerre du Golfe, hein. Et son père a été un militant de l'Irgun. Qui était un mouvement dit terroriste,
tous les mouvements de libération sont souvent terroristes, qui étaient effectivement, avaient pour objectif de créer un État en Israël. Donc c'était dans la Palestine d'avant, qui était sous mandat britannique, que l'Irgun agissait donc par les moyens que l'on connaît. Et le poste de secrétaire général de la Maison-Blanche, c'est plus important que le poste de vice-président. Oui. Parce que le vice-président, lequel Joe Biden est lui-même d'ailleurs un interventionniste à tout craint, oui. sur le plan militaire aussi. Il était à fond pour l'intervention en Irak. Et il est pour une politique extérieure américaine très musclée. Donc, et puis alors, Hillary Clinton, qui elle aussi était pour l'intervention en Irak, et qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, et qui elle-même soutient activement Israël. Donc, on a une équipe, quand on la met en rapport avec tous les officiers supérieurs répartis dans divers postes, même d'ambassadeurs, etc., on a une orientation d'Obama en politique étrangère, ne serait-ce que par le jeu des nominations, qui montre bien que l'Amérique affirmera son rôle de gendarme du monde et ne détaillera pas sur le plan militaire. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Il a dit qu'il faut que, je le cite, nous restions la première armée du monde. Et il insiste sur la nécessaire conservation de la supériorité militaire américaine. Donc, pour les militaires, il n'y a que de quoi se réjouir. On peut penser d'ailleurs que Obama a subi l'influence de son grand-père blanc, qui était un ancien soldat de l'armée Patton, et qui venait de l'Amérique profonde, l'Amérique des cow-boys, et qui s'était couvert de gloire dans les armées Patton, et qui a nourri de ses récits le petit Barack pendant toute son enfance et son adolescence. Car au fond, ce sont ses grands-parents blancs qui l'ont élevé. Oui, son père avait disparu pratiquement. Son père, il l'a revu, je crois, à 20, voilà, 25 disparu au Kenya, dont il était originaire, d'une grande ethnie d'ailleurs, oui. Les Lours. Oui, et il était, je dirais, c'était plutôt des chefs de tribu. C'est ça. Et il n'a pas vu son père pendant toute son enfance et son adolescence. Et en fait, il a été nourri des récits et des préceptes de son grand-père, ancien ex-soldat de l'armée Patton. Ouais. Ça marque. Ça marque. Alors, il y a un autre problème que nous n'avons pas encore évoqué, mais qui va forcément se poser, même s'il est un peu retardé, c'est le problème iranien. L'Iran est actuellement en train de s'acheminer vers une élection présidentielle qui aura lieu donc au printemps. Les experts semblent indiquer que, pour l'instant, les États-Unis se tiennent dans une expectative prudente, en attendant de voir ce qui va surgir de ces élections. Alors, oui. Quel est votre pronostic? Alors, j'aurais tendance à pronostiquer un maintien au pouvoir d'Ahmadinejad, puisque de toute façon, les élections en Iran sont très largement truquées. Et les courants réformistes iraniens, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, etc., se mobilisent très peu depuis que l'expérience Khatami, le président Khatami, le président réformiste, qui avait été au pouvoir de 1997 à 2004, a montré à quel point elle avait été un échec. C'est-à-dire que les Pasdaran, notamment, faisaient échec à toutes les tentatives réformistes de Khatami. L'électorat de Khatami s'est désespéré, et alors d'autant plus que Khatami était un réformiste un petit peu en trompe-l'œil, puisqu'en réalité, il n'est pas tant que ça. Beaucoup moins que... C'était quand même un mollah. Voilà. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Et comme les différents comités de sélection tenus par les hommes du guide suprême, Ali Khamenei, le guide des experts, le conseil des experts, le conseil consultatif des gardiens de la Constitution, etc., comme tous ces comités surveillent étroitement la sélection des candidats et ont un pouvoir discrétionnaire de refuser ceux qui ne seraient pas conformes au Vilaya et Faqih, c'est-à-dire la doctrine du guide suprême, c'est-à-dire celle de Khomeini, reconduite par ses successeurs, eh bien, de toute façon, on ne peut guère espérer que le courant réformiste iranien puisse véritablement s'exprimer électoralement
pas plus aux prochaines élections. Donc on sera ramené vraisemblablement à une situation pratiquement identique à celle que l'on vient de connaître au cours des années précédentes. Et là, peut-être à ce moment-là, les masques vont tomber, parce que les Américains ne pourront pas éternellement attendre, d'une part, que l'Iran se dote de l'arme atomique, et les Israéliens non plus. J'ai lu dans la presse, comme vous sans doute, que le gouvernement Bush avait refusé certaines armes aux Israéliens qui souhaitaient intervenir sur les sites nucléaires iraniens avant l'élection présidentielle. Je crois que l'information est fondée. Oui, oui. Et il est évident que la question va se reposer très vite. Voilà, parce que effectivement, effectivement, ça, Bush leur a refusé ces armes, mais il est clair que Obama lui-même, même s'il ouvre un dialogue sans condition entre guillemets avec Téhéran, Obama lui-même ne laissera pas, à mon avis, l'Iran se doter de la bombe atomique. Et lorsque les services de renseignement auront annoncé qu'on est à la veille d'un essai atomique iranien, je pense que là, il se passera quelque chose. Les Israéliens pouvant être, à ce moment-là, peut-être, la bougie, l'amorce d'une intervention américaine. C'est-à-dire que les Américains diront « Ah ben, les Israéliens sont intervenus, il faut qu'on y aille aussi. » C'est ça. Mais Obama, là-dessus, je pense, est sur la même longueur d'onde que Bush, et que je pense aurait été Clinton. C'est-à-dire pas de nucléaire iranien, parce qu'à partir de là, c'est toute la géopolitique américaine dans le grand Moyen-Orient qui est remise complètement en question, puisque s'il y a une puissance nucléaire hostile comme l'Iran au milieu du jeu, cela va tout bouleverser. Alors, en arrière-plan, il y a le Pakistan, qui lui... l'arme nucléaire, bien sûr. L'Inde aussi. Voilà. Alors l'Inde, qui est de plus en plus une alliée des États-Unis et de l'Occident. D'ailleurs, là, Areva négocie actuellement avec les Indiens pour leur vendre. Il semble que ça soit en train de se conclure de centrales EPR, etc. Et l'Inde, qui jusqu'à des temps récents était très proche de la Russie, se rapproche maintenant beaucoup des États-Unis, qui soutiennent qui l'aident à développer son programme nucléaire civil. Et l'Inde cherche certes des approvisionnements gaziers du côté de l'Iran, bien sûr, puisqu'il y a ce gros problème des hydrocarbures. L'Iran a beaucoup de gaz. L'Inde a des dépendances locales, mais néanmoins, l'antagonisme entre l'Inde et le Pakistan, qui est l'antagonisme entre l'hindouisme et l'islam, et reprend le dessus, on le voit bien maintenant, avec les attentats de Bombay, qui ont fait suite à bien d'autres attentats. Puisque il faut voir qu'en Inde, les attentats sont quand même très fréquents. Et puis c'est ce foyer permanent du Cachemire aussi, qui entretient une activité terroriste quasi permanente. Quasi permanente. Ouais. Et puis aussi, au Pakistan, on a, je dirais, comme en Iran, une espèce de fatalité qui fait que les islamistes ont besoin, pour maintenir leur influence, ont besoin des provocations extérieures, ont besoin d'une politique étrangère agressive. Et on voit bien comment l'ISI, c'est-à-dire les services secrets pakistanais, maintient sa mainmise sur le pays en nourrissant toute cette dialectique du conflit avec l'Inde. Et on a une crise économique et financière qui actuellement frappe de plein fouet le Pakistan, qui avait profité relativement de la mondialisation pendant pas mal de temps, mais qui là, bon, évidemment, plonge comme l'Inde, comme la Chine, comme tout le monde. Et comme la Russie. Et évidemment, le fait que la mondialisation heureuse déserte le Pakistan comme elle déserte le reste du monde, ne sera pas sans conséquence, justement, sur ces forces islamistes. On voit bien comment elles reprennent actuellement le dessus au Pakistan et comment les partisans d'une ligne modérée avec l'Inde sont évacués de l'exécutif pakistanais sous l'influence de l'ISI. Alors, effectivement, le Pakistan peut devenir maintenant le point faible dans les semaines qui viennent, car à la crise politique que vous venez d'évoquer, notamment cette crise de rivalité qui date de la sécession, de la partition de l'Inde, s'ajoute évidemment une crise économique que vous venez d'indiquer, et qui fait que le Pakistan dépend maintenant du FMI. Il dépend du FMI.
Les États-Unis ont multiplié les injonctions à Islamabad et à New Delhi pour pas que, à la suite des attentats de Bombay, les relations s'enveniment. Mais cela va marcher jusqu'à quand? C'est la question qui se pose. Et alors, effectivement, Obama, à juste titre, à la suite de Bush, pointe l'index vers le Pakistan, qui, soutenant les talibans, a été sommé, et s'exécute relativement maintenant, de réduire les talibans dans les provinces de l'Ouest. Donc l'armée pakistanaise fait des opérations assez sérieuses dans les provinces de l'Ouest actuellement. Mais il se trouve qu'effectivement, cela met en porte-à-faux encore plus le régime pakistanais face à une opinion publique pakistanaise qui, dans ses couches populaires, soutient assez massivement l'intégrisme islamique et désapprouve ces opérations de l'armée contre les talibans et leurs suppôts des provinces de l'Ouest. Donc cela met encore plus en difficulté ce régime de Sharif, et je pense que la crise économique aidant, ce régime va, à un moment ou à un autre, sombrer et être remplacé par un régime islamiste. Ça, c'est le très gros problème du sous-continent indien, parce qu'à partir du moment où le Pakistan tombe entre les mains des islamistes, c'est une puissance atomique musulmane qui tombe entre leurs mains, et voilà que le problème deviendra absolument énorme. Eh bien, voilà des perspectives qui n'ont rien de réjouissant, mais enfin, il faut les aborder parce qu'elles font partie, bien entendu, du paysage politique et de l'histoire. Nous allons consacrer dans un instant à la deuxième partie de notre entretien, notamment aux problèmes économiques et financiers, et en particulier à ceux qui frappent la France. Mais en attendant, nous vous demandons de bien vouloir reprendre votre souffle et de nous retrouver dans quelques instants sur cette même chaîne. À tout de suite. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Laurent Arthur Duplessis. Rebonjour Laurent. Bonjour. Laurent Arthur Duplessis qui est journaliste, il a notamment illustré de ses articles le Figaro Magazine et quelques autres publications. Il est écrivain, il a publié de très nombreux livres. Le dernier d'entre eux est La Troisième Guerre mondiale a commencé, que je vous présente. Voilà, vous allez pouvoir bien noter et acheter aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors nous avons, au cours de la première partie de notre entretien, évoqué les aspects internationaux de la politique, j'allais dire américaine, oui, car c'est finalement les États-Unis qui mènent le bal actuellement, et il est difficile d'envisager un changement quelconque, quels que soient les efforts que les uns et les autres peuvent faire. Et puis, avant d'aborder les questions économiques, il y a un dernier point de politique internationale que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celui de l'attitude des États arabes et même d'une partie des Palestiniens face à ce qui a été la guerre de Gaza. On a quand même noté une extraordinaire abstention de la part des États arabes qui n'ont pas soutenu du tout le Hamas. Et même d'ailleurs le Hezbollah libanais ne l'a pas soutenu non plus. Ils ont fait semblant de s'agiter un peu mais n'ont rien fait. Et aujourd'hui, nous apprenons, hier, que le président Abbas, Mahmoud Abbas, est allé jusqu'à dire que le Hamas s'était conduit de façon irresponsable et avait provoqué les Israéliens, ce qui était la thèse israélienne. Donc c'est quand même intéressant de noter, bon, je ris parce que je ne devrais pas rire, c'est une affaire très grave, mais je veux dire que quand on en arrive à ce genre de propos, on se dit que vraiment les dés sont pipés et quelque chose surtout est en train de se préparer, je crois. Oui, alors justement, je crois que tout ça se relie à la question iranienne, puisque vous évoquiez la non-intervention du Hezbollah, alors qu'il aurait été très très tentant quand même de faire un deuxième front, et c'était ce que redoutaient beaucoup les Israéliens, ce second front. Et le Hezbollah est resté l'arme au pied, alors qu'il a reconstitué largement ses stocks d'armes. Depuis la guerre de 2006. Oui. Il est resté l'arme au pied parce que Téhéran le lui a ordonné, Téhéran qui le finance et qui lui donne ses mots d'ordre. Donc effectivement, Téhéran attend d'Obama une négociation sans condition, puisqu'Obama l'avait annoncé, et ne veut pas provoquer les Américains pendant ce temps-là. Les pétromonarchies ne veulent pas du Hamas, parce que le Hamas est dans la main de Téhéran, donc il y a tout de même une forte crainte de la part des pays du Golfe de voir l'Iran devenir une puissance prédominante dans la région. Donc effectivement, je pense que ça explique assez largement aussi la modération
des pays du Golfe dans cette affaire. Et quant au Fatah, il a été tellement laminé par le Hamas à Gaza violemment, et d'ailleurs depuis la fin de l'intervention israélienne, il y a des exécutions et des représailles qui sont exercées contre tous les Palestiniens de Gaza soupçonnés d'avoir collaboré avec les Israéliens. Et il y a une épuration, en quelque sorte, qui menée par le Hamas, par le Hamas contre le Fatah ou contre des gens supposés être membres du Fatah. Voilà, exactement. Et donc ils ont en quelque sorte poursuivi l'épuration contre le Fatah dans la bande de Gaza. Et alors effectivement, Mahmoud Abbas voit bien que la survie du Fatah passe par la destruction du Hamas, d'autant qu'en Cisjordanie, les islamistes grandissent en influence, mais que le pouvoir du Fatah est menacé en Cisjordanie aussi maintenant. Donc, tout ça se relie, je crois, assez à la question iranienne, et il va y avoir quelques mois de latence où des négociations sans doute vont s'engager entre Washington et Téhéran, comme l'avait indiqué Obama. Je crois que ça va cristalliser énormément, là encore, les espoirs de tous les médias, puisque de toute façon, c'est Obama qui pilote, donc on lui prête des pouvoirs surnaturels, et puis aussi parce que les gens veulent absolument croire que tout ça va bien s'arranger. Je ne pense pas que le guide suprême, Ali Khamenei, accepte de renoncer au programme nucléaire iranien, c'est-à-dire accepte que des véritables investigations aient lieu sur ce territoire iranien 3 fois et demi grand comme la France, et des investigations qui n'aient pas lieu uniquement dans 2-3 lieux où les sbires du régime baladeraient les inspecteurs, mais vraiment une inspection de fond dans les profondeurs de l'Iran, là où sont toutes sortes d'installations souterraines que les passedarans ont développées à marche forcée et avec force capitaux, pendant que la population se paupérise. Il y a les moyens pour les forces de sécurité, de défense, de renseignement et les travaux nucléaires. Les moyens sont extrêmement abondants, grâce à une Europe pétrolière certes déclinante, justement, avec la crise, avec la diminution du prix des hydrocarbures. Mais là aussi, la diminution du prix des hydrocarbures incite certains optimistes à penser que le régime de Téhéran va plier le genou. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on constate actuellement. La répression en Iran ne cesse de s'intensifier de jour en jour. Le nombre des pendaisons augmente, les forces de sécurité sont de plus en plus répressives. Et en fait, ce régime dictatorial est dans la logique de tous les régimes dictatoriaux qui ont le sentiment de perdre pied à cause des évolutions économiques, etc., et qui du coup servissent. Donc, pour le guide suprême, autoriser des négociations véritablement sincères, c'est-à-dire débouchant sur un engagement à cesser d'enrichir l'uranium et à laisser les inspecteurs internationaux aller dans tous les recoins de l'Iran, je dirais que pour le guide suprême et pour tous les mollahs qui sont autour de lui et qui sont de sa tendance, ce serait signer l'arrêt de mort du régime. Alors, vous voyez, tous les chemins nous ramènent à l'Iran, puisque nous avons abordé le problème palestinien et nous avons été vite ramenés effectivement à l'Iran. Il faut quand même signaler, je pense que la plupart de nos téléspectateurs le savent, c'est que l'Iran est chiite, pour l'essentiel, que le Hezbollah libanais est aussi chiite, et que le Hamas est sunnite. Voilà. C'est quand même un élément très important. C'est un élément très important. Et alors là, ça c'est un élément, justement, vous avez tout à fait raison de le souligner, dont il faut dire quelques mots. Parce qu'en effet, le clivage chiite-sunnite est bien réel, effectivement, dans le monde musulman. Mais enfin, le fait que le Hamas soit sunnite, et que cependant, malgré cela, il soit soutenu par l'Iran et qu'il accepte d'être soutenu par l'Iran, montre bien que dans certaines circonstances, le clivage chiite-sunnite
peut être éclipsé au profit d'un autre clivage, je dirais, qu'on pourrait qualifier d'anti-occidental, puisque là, on peut considérer que la lutte du Hamas contre Israël, c'est aussi une lutte du Hamas contre l'Occident, les valeurs occidentales. Voilà. Et cela prime sur le clivage chiite-sunnite. Et c'est justement extrêmement intéressant de voir ça, parce qu'on verra, on a vu ce phénomène, par exemple, dans les différents maquis de Tchétchénie, de l'Afghanistan, et dans tous les maquis islamistes, on a vu au coude à coude des combattants sunnites et chiites. Et dans leur lutte contre l'Occident et les suppôts de l'Occident, entre guillemets, eh bien, ce clivage religieux chiite-sunnite, finalement assez ténu, à vrai dire, puisque les valeurs fondamentales religieuses sont les mêmes. Ce clivage s'efface. Et c'est très intéressant, le Hamas, parce qu'effectivement, les pétromonarchies du Golfe, quoique étant sunnites comme le Hamas, eh bien, elles ne le soutiennent pas actuellement, parce qu'elles se rendent bien compte que le Hamas est un bras armé de plus en plus de l'Iran, par l'Iran. Alors, nous avons été aussi complets qu'on peut l'être dans le cadre d'une émission de télévision. Venons-en maintenant aux problèmes économiques, sociaux et politiques. L'économie, vous l'avez dit en commençant notre entretien tout à l'heure, est actuellement l'enjeu d'injection massive d'argent, qu'il s'agisse de dollars, d'euros ou d'autres monnaies. Les États s'endettent d'une manière qu'on pourrait qualifier de massive, il n'y a pas d'autre mot, avec le risque que vous avez signalé d'une poussée d'inflation et même d'hyperinflation. Et puis, en même temps, on n'est pas absolument certain que toutes ces injections d'argent aient vraiment sauvé le système. Jusqu'à présent, le système financier ne s'est pas effondré, mais enfin, il y a quand même des milliers de milliards de dollars qui circulent encore en actifs toxiques et autres, et peut-être n'est-on pas au bout des problèmes. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que il faut bien dire que les États pyromanes sont appelés au secours pour éteindre l'incendie, puisque Alan Greenspan, pendant 18 ans, à la tête de la Federal Reserve Bank, la banque centrale américaine, a fait de la création monétaire à tour de bras par une politique de taux d'intérêt extrêmement faible et a nourri successivement les bulles spéculatives les unes après les autres. Il y a eu la bulle Internet qui a éclaté en 2000-2001 et puis la bulle immobilière qui éclate maintenant et qui a provoqué la crise mondiale. Et les États injectent massivement des liquidités. Obama va injecter 825 milliards de dollars. Il y a des problèmes avec le Sénat, mais ça va probablement se régler. Et puis, ça fait suite au plan Paulson de 700 milliards de dollars. Il y aura certainement d'autres injections massives ensuite, puisque constamment tel ou tel secteur appelle au secours. Initialement, tout ça n'était réservé qu'aux banques, et puis finalement, on voit que les industries automobiles et autres appellent au secours, donc il va y avoir de plus en plus d'injections de monétaires, donc de planches à billets surchauffées, donc d'hyperinflation par création monétaire. Donc, après la déflation que nous connaissons maintenant, nous risquons d'avoir une hyperinflation. Et cela illustre donc le propos de Keynes disant qu'une crise euthanasie les rentiers, c'est-à-dire en fait les Français. Alors effectivement, j'entendais un économiste sur une antenne de télévision, sur une autre antenne, indiquer que finalement tous les 50 ans, il y a soit une guerre, soit une faillite monumentale qui permet de remettre les pendules à zéro. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura une guerre, personne ne le sait, même s'il y a des menaces certaines, ça va ensemble les deux, là. Mais ça va ensemble. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que jamais, on ne pourra rembourser toutes ces dettes. Voilà. Donc il faudra bien les annuler d'une manière ou d'une autre, ce qui veut dire que ceux qui détiennent des créances sur ceux qui sont censés les leur rembourser risquent fort de se retrouver dans une position désespérée. Et alors là, il y a justement comme grand créancier de l'Amérique la Chine, les pétromonarchies du Golfe, et puis le Japon, qui est un grand créancier de l'Amérique, et puis on a la Russie, on a l'Europe, et ça. Et effectivement, une hyperinflation va tendre les rapports internationaux, puisque tout ce ciment constitué par l'interdépendance entre les États-Unis et le reste du monde, qui est un ciment monétaire,
Nixon disait le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. Tout ce ciment-là risque de se craqueler. Et l'unité, je dirais, la cohésion internationale qui est organisée autour de cette dépendance autour du dollar risque de craquer, avec des conséquences géopolitiques terribles. Et alors, il y a des indices aussi de protectionnisme douanier qui apparaissent. Les États-Unis sont en train de voter un projet de loi sur l'acier comprenant une clause favorisant les producteurs d'acier américains. Ça fait un tollé. C'est effectivement une mesure typiquement protectionniste. C'était dans le cadre du plan de sauvegarde de l'automobile. Oui. Je crois qu'ils avaient indiqué que l'argent serait versé à condition qu'ils emploient de l'acier américain. Voilà. Ce qui est évidemment totalement contraire C'est ça. aux engagements pris à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Sauf si vraiment le prix de l'acier américain est trop cher, alors là, voilà. Bon. C'est vraiment la négation complète des accords de l'OMC. C'est un élément de protectionnisme caractérisé. Et on va voir de plus en plus s'élever des voix protectionnistes dans les différents pays, en Occident, aux États-Unis, mais même en Europe aussi, puisque de toute façon, les populations, celles qui élisent les hommes politiques, ne comprennent plus du tout pourquoi il faut absolument que l'usine parte en Chine, etc. Et de toute façon, évidemment, tout ça va vers un effondrement du système économique mondial tel qu'il a vécu pendant, je dirais, les 30 dernières années de la mondialisation heureuse. C'est-à-dire cette interdépendance monétaire sur le dollar, ces délocalisations à outrance, et cette ouverture complète et totale des marchés, enfin le marché européen étant le plus ouvert de tous tout de même, c'est quand même les Européens qui sont les plus libres échangistes dans toute cette affaire. Mais enfin, tout ça est en train de se fissurer de toutes parts, toute cette logique de système est en train d'être mise en cause par la crise, et il est probable que l'on aura tôt ou tard une élévation des barrières douanières. Et d'autre part, il y a aussi le yuan, la monnaie chinoise, sous-évaluée artificiellement par Pékin, qui administre sa monnaie et qui la maintient artificiellement sous-évaluée, et de manière à doper ses exportations vers ces exportations. Le bras de fer américano-chinois sur le yuan semble s'accentuer avec Obama, qui semble vouloir augmenter la pression pour que Pékin accepte une réévaluation du yuan. Pékin ne veut absolument pas. Et les tensions entre Moscou et Pékin augmentent à ce sujet. Là aussi, Obama pourrait surprendre ses électeurs par une poigne de fer dans ce genre de problème également. Mais tout ça montre une aggravation des tensions liées à la crise économique. Le président Poutine, non, le Premier ministre. Premier ministre, ex-président et futur nouveau président sans doute. Si le pouvoir se maintient, parce que vous savez que le pouvoir commence en Union soviétique, je maintiens exprès l'ancienne expression, en Russie, se commence à être discuté parce que finalement tout reposait sur la prospérité due aux hydrocarbures, au gaz, etc. Et maintenant que la crise de l'énergie est là, que le pétrole a beaucoup baissé, la Russie a perdu la moitié de ses réserves de change en quelques mois. Et oui, et c'est ce qui explique aussi pourquoi Poutine, puisque c'est lui qui conduit la politique russe, et non pas Medvedev, mais donc pourquoi Poutine a une attitude aussi transigeante dans l'affaire du gaz ukrainien, enfin pas du gaz ukrainien, du gaz russe transitant par l'Ukraine, oui. Puisque 80% des approvisionnements de gaz russe de l'Europe transitent par l'Ukraine. Et à un moment donné, eh bien, la Russie a carrément fermé le robinet. Il faut dire que les Ukrainiens se sont comportés comme des voyous. Ils ont tout simplement volé le gaz. Oui. Ce qui n'est pas très convenable. Parce qu'ils ont des élections présidentielles qui approchent, et alors le président ukrainien et sa jolie première ministre sont en rivalité et font de la surenchère pour les élections présidentielles. Et il fallait qu'ils paraissent fermes aux yeux du peuple ukrainien. Alors tout ça fait que cette crise économique et financière aggrave les tensions un peu partout.
Et Poutine va devoir orienter de plus en plus le pays, la Russie, vers quelque chose vers une politique militarisée, impérialiste, autoritaire, avec des bruits de bottes, car justement, comme l'euphorie économique liée aux hydrocarbures s'en va, les lampions de la fête s'éteignent. Eh bien, hélas, après les lampions de la fête, il y a les bruits de bottes. Alors revenons un peu plus près de chez nous, et même chez nous, pardon, carrément. La France vient de publier, par la voix de M. Fillon, un plan qui était d'ailleurs connu, il a été voté récemment par le Parlement, de 26 milliards d'euros. Bon, la moitié de ce plan, c'est ce que l'on appelle les versements anticipés. Je voudrais préciser quand même que ces versements anticipés sont simplement moins retardés. Parce qu'en réalité, ce sont des dettes que l'État a vis-à-vis des entreprises. Alors, vous savez, c'est comme lorsqu'on baisse les impôts, on fait des cadeaux, alors qu'en réalité, on vole un peu moins. De même, lorsque l'État rembourse un peu plus tôt, ça ne veut pas dire qu'il avance son remboursement, ça veut dire qu'il le retarde un peu moins. Bref. La moitié de ce plan, 26 milliards, c'est 11 milliards et demi de versements, de trésorerie en quelque sorte, par définition non renouvelables. Et puis, vous avez aussi, on va faire des tunnels, des ronds-points, on va bricoler sur les musées, améliorer les cathédrales, toutes choses excellentes, évidemment, à ceci près que ça n'est pas... Si c'était encore les cathédrales, voilà. On serait bien content. Oui. Il y en a une, je crois qu'il y en a une qui va bénéficier de quelques crédits, mais bon. Et il y aura les mosquées. Oui, il y aura les mosquées sans doute. Et par conséquent, on est face à un plan qui est typiquement inapproprié, c'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on va en priver l'économie, parce que à qui va-t-on le prendre cet argent? Forcément aux entreprises et aux contribuables, pour faire des projets dont la nécessité ne saute pas aux yeux. Bon, évidemment, si on était un pays totalement prospère et riche, on pourrait dire on va dépenser ceci et dépenser cela. C'est des dépenses qu'on peut qualifier de superfétatoires. Mais là, on est face à un choix qui est vraiment déterminant et que le gouvernement se refuse à faire. Et oui. Et là, on voit bien comment le retour du keynésianisme se fait en force et comment toute la pensée libérale est actuellement battue en brèche par les médias et avec de mauvais arguments. Parce qu'en effet, ce sont de mauvaises allocations de ressources que celles que fait l'État à des canards boiteux, à des actifs toxiques, à des projets, à des grands travaux qui ne serviront à rien, qui étaient enfouis dans les tiroirs parce que justement ils étaient considérés comme inutiles, comme vains, et qu'on ressort des tiroirs pour donner l'impression d'un regain d'activité avec la théorie des effets induits, évidemment, creuser un canal, etc., ça fait travailler du monde, etc. Moyennant quoi, Sarkozy, en faisant ça, va dans le climat général d'interventionnisme comme prône en Angleterre, qui en est devenu un champion, lui, dans cette Angleterre héritière de Thatcher, et comme Obama. Il est certain que ces injections massives, enfin pas très massives pour la France, puisque comme vous l'avez dit, non, pour la France c'est un effet d'annonce sarkozien. Exactement. Mais je dirais que d'une certaine façon, peut-être tant mieux, parce que. Oui. Mais surtout, il ne voudrait pas priver les banlieues des transferts sociaux pour reporter ça massivement sur. Mais quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise politique économique, puisque ça empêche le marché de faire le tri entre les bons et les mauvais éléments, et ça ne fait que retarder l'inéluctable dénouement, qui sera que de toute façon, tôt ou tard, le marché rendra sa justice et causera le trépas des mauvais éléments et permettra aux bons éléments de survivre. Alors, il y a quand même un élément très intéressant, et vous avez bien sûr suivi de très près cette fameuse menace qui pèse ou qui pèserait sur la zone euro, et qui pèse réellement, parce que vous avez quand même au moins déjà 3 États dont la note a été dégradée par les agences de notation, mais il y a eu hier dans la presse une interview très intéressante de 2 représentants d'une agence de notation qui disaient bien entendu que la zone euro ne risquait rien, et qui en même temps, on leur demandait pourquoi ils n'avaient pas baissé la note de l'Angleterre. Et ils ont répondu quelque chose de très intéressant. Ben parce que l'Angleterre ne fait pas partie de la zone euro et qu'elle peut donc dévaluer.
Et donc, du coup, elle va retrouver de la compétitivité, et nous notons en fonction des résultats à venir, et non pas simplement des problèmes d'aujourd'hui. Et alors, dans le même temps, il nous expliquait que la zone euro ne risquait rien. Or, justement, ce qu'elle risque, c'est de ne pas pouvoir dévaluer. Et voilà, le problème est entièrement posé maintenant. Et là, on retrouve justement ce que nous disions tout à l'heure sur l'euthanasie des créanciers, c'est-à-dire que les dévaluations redonnent de la compétitivité, elles sont bien pratiques pour réduire les endettements, et en fin de compte, l'Europe est prisonnière de sa rigueur monétaire. Alors effectivement, on a les États du Club Med, comme disent les Allemands, qui sont actuellement très très mal notés, mais il se pourrait bien que les mauvaises notes débordent du Club Med et atteignent par exemple un pays comme la France à un moment donné. Oui, qui pour l'instant est bien noté, mais quand on sait, parce que là les agences de notation commencent à dire la vérité, ils disent pourquoi notons-nous de cette manière et pas d'une autre, c'est tout simplement parce que, et ça fait très longtemps que nous le disons, c'est la capacité de remboursement beaucoup plus que le montant de l'endettement qui est jugé. Or, la France, non seulement continue de s'endetter, mais on annonce au moins 80 milliards de 79,5, allons jusqu'à 80 milliards de déficit de l'État pour l'année 2009, et chose absolument extraordinaire, c'est très exactement ce qu'ont gagné en 2008 les entreprises du CAC 40. C'est-à-dire que l'État est capable de s'endetter, c'est-à-dire de dépenser inutilement, il n'y a pas d'autre mot, 80 milliards, autant que 40 entreprises mondiales sont capables de gagner. C'est quand même extraordinaire. Et alors, justement, l'État français peut-il être en faillite ? C'est une question qui pour l'instant, peut sembler encore très théorique, et pas du tout d'actualité, fort heureusement, mais qui pourrait le devenir un jour. Parce que l'État français va s'endetter de plus en plus, la crise économique va s'aggraver, et donc de toute manière, là aussi, il y a un premier plan de 26 milliards, qui n'est d'ailleurs pas 26 milliards, que vous avez bien dit, mais il faudra probablement, à un moment ou à un autre, un peu plus tard, en rajouter une couche, et continuer dans la surenchère des plans de relance. Exactement comme aux États-Unis ou en Angleterre et partout ailleurs. Et donc, l'État français s'engage dans une course au surendettement, alors qu'il était déjà bien avancé dans la course en question. Et à un moment donné, il se pourrait bien que les agences de notation commencent à dégrader sérieusement la note de l'État français. Et c'est ce que craint Nicolas Sarkozy, puisque dans un certain nombre de journalistes proches de l'Élysée font passer actuellement le message selon lequel l'endettement ne peut pas aller trop loin non plus, parce que nous risquons en effet une mauvaise notation des agences, et donc un coût d'endettement encore supérieur, voire insupportable. C'est ça. Seulement, évidemment, d'un autre côté, on va avoir de plus en plus la pression de la rue. On a vu que les dernières manifestations mobilisaient beaucoup de monde, que certes la grève dans les transports publics n'a pas été très suivie parce que maintenant les employés de la SNCF et la RATP craignent la colère des usagers, donc ils n'osent plus. Mais la rue commence à nouveau à voir débouler les grandes manifestations, et il y aura une pression croissante de l'opinion publique sur le gouvernement pour avoir des aides, parce qu'on voit que l'opinion publique, elle est pour ces aides-là, elle est pour cette politique d'injection de monnaie dans les circuits, et je pense qu'il y a fort à parier que le gouvernement aille dans le sens de ce que veut l'opinion publique. C'est également mon sentiment, et j'ai même un sentiment peut-être un peu moins optimiste que le vôtre. Je crois que le deuxième plan, qui ne s'appellera pas comme ça, est imminent, et il pourrait même commencer à prendre forme jeudi lors de l'allocution du président de la République. Ça c'est vrai. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Ah, oui. Il me reste, cher Laurent Arthur Duplessis, à vous remercier de votre participation à cette émission. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy, La Troisième Guerre mondiale a commencé. Un ouvrage qui est vraiment fondamental et qu'il faut lire si on veut vraiment comprendre les événements qui bouleversent le monde en ce moment. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie de nous avoir prêté attention. J'espère que l'ensemble des éléments que nous avons apportés à votre attention sont de nature à améliorer votre réflexion, comme la nôtre d'ailleurs. Et en attendant de vous retrouver sur cette antenne, je vous souhaite à tous de garder le meilleur courage possible. À bientôt et vive la France.